industriels que nous avons créé il y a 9 ans ici au Centre Pompidou ont pour ambition de se pencher sur le chevet d'un malade et de le guérir. Ce malade, ça s'appelle la société industrielle, qui ne va pas très bien. Et la maladie de cette société industrielle, dont je ne vais pas aujourd'hui, maintenant, évoquer, décrire les symptômes, ou encore moins les causes de cette maladie est aggravée, n'est pas provoquée, parce qu'elle est aussi le remède de cette maladie. Je veux dire par là que la société industrielle, surtout depuis les années 70-80, est entrée en crise, que ce soit à travers le rapport Meadows, à travers le choc pétrolier, à travers toutes sortes de processus, à travers la révolution conservatrice aussi, selon moi, et que cette maladie a été énormément accélérée, aggravée par le numérique, en tant que précisément technologie disruptive, en tant que puissance disruptive. Et en même temps, beaucoup d'entre nous, moi le tout premier en tout cas, et je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, nous pensons que le numérique est aussi ce qui pourrait, ce qui devrait permettre de soigner ce malade. Alors, en 2012, ce que nous faisons aujourd'hui en 2015 est en fait s'inscrit dans un processus des entretiens du monde industriel, processus qui a commencé en 2012. En 2012, nous avons organisé quelque chose autour des Digital Studies, et c'est ce qui a donné lieu ici même, officiellement, en public, à la création d'un réseau international, qui est d'ailleurs maintenant financé par l'ANR, nous en sommes très heureux, très modestement, mais tout de même. Voilà, une des retombées de tout cela, c'est par exemple ce colloque qui a eu lieu à Tokyo, en 2014, il y a eu d'autres colloques en Californie, dans le Kent, en Angleterre. Il va y en avoir un nouveau à Tokyo au mois de mars, etc. Et puis bien entendu ici. Ça a donné lieu aussi à la création d'un séminaire. D'ailleurs, le prochain séminaire aura lieu mercredi matin, juste après ces entretiens du monde industriel. Vous êtes invités à 11 h dans la salle Triangle qui est sur le parvis du Centre Pompidou. Nous aurons le plaisir de réécouter David Berry, qui est ici présent aujourd'hui, qui va nous parler, et également Hideta Kaishida, justement, qui m'avait accueilli à Tokyo dans ce contexte. Tout ça a donné lieu à de l'écriture. On a fait un livre avec les porteurs de ce projet, de ce réseau, tout ça a été aussi un changement de cap dans l'histoire de l'Institut de recherche et d'innovation, qui était passé à travers cette initiative de l'étude des technologies culturelles au service des amateurs. Ça, c'est ce que nous faisions dès le départ, à la demande de Bruno Racine pour le Centre Pompidou, à un travail qui s'oriente dans un contexte géopolitique que je voudrais caractériser comme étant celui du smart power. Le smart power, c'est une nouvelle doctrine en matière géopolitique des États-Unis. Donc c'est aussi une doctrine quant à la chose militaire, la chose commerciale, la diplomatie, etc. Mais c'est aussi ce qui est à l'arrière-plan, par exemple, des MOOCs et des nouvelles politiques de conquête de l'enseignement supérieur à échelle planétaire par les États-Unis. Et c'est une question extrêmement importante. Disant cela, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait que nous reprenions, nous, par exemple, les Européens ou les Français ou je ne sais qui, le discours du smart power tel quel. Pas du tout. Je crois précisément qu'il ne faut pas le reprendre. Mais en revanche, il nous faut absolument en tenir compte d'abord, et surtout l'analyser très précisément, et nous situer par rapport à lui. Lui qui est actuellement dans une très grande position de force, que nous lui avons concédé par défaut, je crois. Par défaut d'une politique européenne, industrielle, et en particulier d'une politique des industries du numérique, à la hauteur du défi que constitue cette technologie qui est intrinsèquement disruptive. Ce que j'appelle nous, lorsque je dis nous lui avons concédé, nous devrions faire ceci, nous devrions faire ça, ce sont ceux qui pensent que tout n'est pas soluble ni dans la force, ni dans le pouvoir, ni dans la violence, ni dans la technologie, ni dans le calcul, ni dans l'hypercontrôle, ni dans l'anthropocène. Nous pensons que l'anthropocène est lui-même massivement anthropique, c'est-à-dire malade et invivable, et qu'on ne peut pas rester dans l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'histoire des 250 dernières années où l'homme est devenu une force tellurique, comme c'est écrit là, et qui est devenu en fait une force anthropique, c'est-à-dire autodestructrice. Dans l'anthropocène, il faut ouvrir une alternative à l'anthropocène, et de toute urgence, et à l'échelle planétaire aussi bien qu'au niveau les plus locaux. Il faut travailler sur plusieurs plans, plusieurs échelles simultanément. J'en parlerai à la fin de ce colloque plus précisément avec donc
Patrick Braouezec, puisque nous allons sur ce territoire de pleine commune, à Saint-Denis, là où ont eu lieu des attentats récemment, lancer une initiative avec 9 communes sur ce plan. Ma conviction, c'est que le numérique rend cela possible. Et non seulement possible, mais urgent et indispensable. Parce que le numérique provoque exactement le contraire de ce que nous souhaitons pour le moment. Aujourd'hui, le numérique accentue l'entropie. Il s'est présenté à nous comme une promesse de négantropisation, de diversification, et c'est ce qu'il a effectivement produit. Comme le rappelait tout à l'heure Dominique Carnot, évidemment, cette diversité existe toujours, et fort heureusement, mais en même temps, la tendance dans laquelle il est aujourd'hui n'est plus du tout celle-là. Après notre édition de 2012, qui donne la naissance donc au Digital Studies Network, 40 même institutions du monde entier maintenant, sur 3 continents différents, il y a eu en 2013 l'édition consacrée à l'automatisation, avec Antoinette Couvroy qui commençait à introduire le thème de la gouvernementalité algorithmique et des enjeux sociaux de cette automatisation, en particulier, comme je disais tout à l'heure, au niveau macroéconomique. Fallait-il continuer à penser, par exemple, le processus de l'automatisation avec Joseph Schumpeter, qui est parti de ça, parce que Schumpeter, c'est celui qui analyse Ford, il présente son travail comme ça, Ford étant celui qui est contre le taylorisme, c'est-à-dire un certain stade de l'automatisation. Ou bien est-ce que Schumpeter est mis en question radicalement par la disruption numérique? Je crois que, c'est mon point de vue, en tout cas, oui, Schumpeter n'est plus aujourd'hui suffisant pour penser cela. Le prix à payer, d'après nos analyses, pas simplement dans ce colloque, mais plus récemment, c'est la fin de la redistribution exclusivement par l'emploi, de la redistribution des gains de productivité, sans laquelle il n'y aurait tout simplement pas de solvabilité des marchés, puisqu'il y aurait surproduction. Ce que nous pensons à l'IRI, et pas seulement à l'IRI, mais avec tous nos collaborateurs et ce réseau, c'est que pour poser correctement ces questions, il faut d'abord comprendre en quoi le numérique modifie en profondeur la nature même des savoirs académiques, bien entendu, mais pas seulement, des savoir-vivre, des façons de vivre, des savoir-faire, donc des métiers, des méthodes, des techniques, et des savoirs théoriques, des savoirs intellectuels, des savoirs spirituels même, il faut dire. C'est pour ça que nous avons organisé en 2014 un autre colloque, où Antoinette Couvroy était d'ailleurs toujours présente, sur la vérité du numérique. Et beaucoup de personnes qui sont ici présentes, donc Giuseppe Longo, qui interviendra tout à l'heure, y était également présent. La vérité du numérique, telle que nous pensons qu'il faut la reposer à une époque où l'enseignement supérieur est énormément bousculé, transformé par le numérique, à travers les digital humanities, mais aussi à travers les MOOCs et toutes ces choses-là. MOOCs qui ne sont pour nous qu'un emballage plus ou moins menteur ou honnête de ce processus. Ce que je veux dire en disant cela, c'est que traiter de telles questions, c'est forcément les prendre dans l'ordre des questions, dans ce que Descartes appelait l'ordre des questions, par la question épistémique au sens de Foucault et épistémologique au sens de Bachelard. Et c'est poser la question de la vérité et de ce que Foucault appelle le régime de vérité, tel que, c'est la question posée à Antoinette Couvroy, le numérique serait porteur d'un régime de vérité. En fait, je crois personnellement, j'en ai parlé dans un livre qui s'appelle La société automatique, aujourd'hui il n'y a pas de régime de vérité du numérique. Le numérique est un état de fait pour le moment. Or, un régime de vérité suppose un état de droit. Et que la grande question qui se pose, celle de nos discussions avec Axel Lemaire tout à l'heure, c'est celle d'une puissance publique, pas forcément étatique, qui serait capable de réinstaurer la crédibilité d'un état de droit. Parce que la disruption, c'est le Far West, hein. C'est le fait qu'on est hors droit toujours, on est dans ce qu'on appelle les vides juridiques, on exploite les vides juridiques, et on est dans le Far West. C'est le Far West numérique, c'est pas le Far West géographique, mais virtuel, disons. Et nous pensons que ça ne peut pas durer. Parce que sinon, ça se termine, voilà, je crois, dans les règlements de compte, disons, à grande échelle. Alors, à présent, ainsi que nous venons d'en parler avec Axel Lemaire tout à l'heure, nous inscrivons ces questions sous le titre de l'avenir du web et la possibilité de le faire évoluer, et dans le sillage de la COP21 qui vient de se conclure. Et nous posons quelques axiomes. D'abord, si l'Anthropocène est bien ce qui consiste pour le moment et avant tout dans une augmentation qui sera bientôt insupportable de l'entropie, et c'est pour ça qu'il faut écrire Anthropocène comme cela,
Si d'autre part, l'entropie, c'est ce qui désigne depuis 1824, enfin disons depuis 1851, parce que c'est Samson qui a formé le mot, la dissipation irréversible de l'énergie, telle qu'elle a été théorisée par un Français, Sadi Carnot, qui a conduit à ce qu'on appelle, à la croissance de ce qu'on appelle depuis le XXe siècle le désordre, c'est-à-dire à un processus d'homogénéisation, donc de perte de diversité. Concept d'entropie qui a été étendu ensuite au champ de la théorie de l'information et de la cybernétique. Et j'essaierai de vous dire en conclusion de mon intervention de ce matin pourquoi je crois qu'il faut revisiter complètement cette question sur d'autres bases, parce que je pense que les bases du débat entre, par exemple, en particulier Shannon et Wiener dans les années 50 sont mauvaises, que le problème est mal posé. Si d'autre part l'entropie de l'anthropocène est ce qui accélère massivement donc, la disruption, c'est-à-dire le fait que le système technique décroche des systèmes sociaux et en fait s'en sépare, et que ce divorce entre la technique et la société est porteur d'énormes nuages très orageux, parce que cette disruption conduit à la constitution d'empires hégémoniques qui réduisent la diversité sous toutes ses formes et qui devient insupportable économiquement, psychologiquement, culturellement, etc., etc. Sachant que cette hégémonie, par exemple, s'exerce sur le domaine linguistique, c'est comme ça que Frédéric Kaplan, qui a participé à ces entretiens dont je parlais tout à l'heure, c'est comme ça que je lis ce qu'il dit lorsqu'il décrit le business model de Google sur ce qu'il appelle le capitalisme linguistique. Ce que je soutiens, c'est que les conclusions qu'il faut en tirer, c'est que ce business réduit la diversité linguistique, conduit à une homogénéisation du linguistique, c'est extrêmement grave, puisque Aristote nous disait que ce qui fait que l'homme pense, c'est d'abord qu'il a une dimension idiomatique. Il y a Michel Deguy au premier rang de cette salle ici qui défend la langue, voilà, et c'est fondamental. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où si nous ne faisons rien, nous pouvons détruire ce qui fait de la langue une langue et non pas un moyen de communication. Il y a une entropie, donc, de ce que j'appelle le noétique. C'est pas, pour être précieux, que j'emploie cette expression, c'est parce que la noésis, ce que les Grecs appellent la noésis, c'est la faculté de penser, et la noésis, c'est ce qui comporte diverses dimensions. La raison, l'entendement, l'imagination, c'est ce tout qui est extrêmement dangereusement menacé aujourd'hui par ce que j'appellerais une nouvelle métisse. La métisse, c'est une forme de l'intelligence que Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, dans ce livre, décrivent comme étant l'intelligence de la ruse. Google est très rusé. Et c'est magnifique, hein, je suis un grand admirateur de Google. Je nomme beaucoup Google parce que c'est la première grande entreprise qui pratique les big data à très grande échelle. C'est pas pour en nommer un adversaire. Je pense que Google, entreprise dans laquelle il y a beaucoup de gens rationnels, devra évoluer vers une plus grande rationalité et prendre en compte ce genre de questions. D'ailleurs, j'irai en Californie l'année prochaine, à peu près à la même date, chez Google pour parler de tout ça. Donc je crois que Google n'est pas fermé à ce genre de débat, et ni Google, ni un certain nombre d'entreprises du même genre qui font partie de cette disruption numérique. Quoi qu'il en soit, si le web a d'abord été ce qui nous donnait à espérer, et c'est ça qui a fait son succès, une démassification des audiences crétinisantes que constituaient les industries culturelles, si le web a permis d'espérer dans l'apparition d'une nouvelle possibilité négantropique de la noésis, fondée sur le réarmement de la diversité des points de vue, car c'était fait pour ça. C'est comme ça que Tim Berners-Lee présentait la question du web en 1992-13. Donc, si le web était fait pour augmenter le potentiel noétique des collectifs, car le savoir c'est collectif, c'est jamais individuel, permettant par exemple de fabriquer des instruments de contribution extraordinaires, comme Wikipédia, c'est un instrument tout à fait extraordinaire que je propose de placer au rang de nouvelles merveilles du monde. C'est aussi considérable que les cathédrales, que les pyramides, c'est une merveille d'intelligence de l'humanité, Wikipédia. Même si je pense qu'il faudrait le faire évoluer, nous en avons discuté ici, il y a 9 ans, avec Florence Devoire, qui à l'époque, c'est elle est là, elle était la présidente de Wikipédia. Et nous lui avons dit, nous proposons une collaboration avec Wikipédia, car à un moment donné, il faudra introduire des fonctions d'annotation et de dialogue, de dispute, comme disait tout à l'heure
Serge Lavigne, le président du Centre Pompidou. Si tout ce que je viens de dire est vrai, et si en outre il est vrai que le web fut conçu en Europe, qu'il est devenu à partir de 1993, avec Mosaic, le navigateur américain, le facteur déclenchant de tout ce processus dont nous parlons depuis le début des entretiens du nouveau monde industriel. S'il est vrai également que sa croissance fulgurante, extraordinaire, on peut constater là, en 1993, 130 sites web, en 2014, 1 milliard de sites web. Ça n'a pas été accompagné par la puissance publique, en particulier la puissance publique européenne, qui n'a absolument pas du tout pris conscience de ce que faisait l'institution qu'elle finançait, le CERN, en constituant cette extraordinaire transformation industrielle qui permet la déprolétarisation de l'industrie. C'est ce qu'on voit à travers le logiciel libre. C'est pour ça que je me suis investi dans toutes ces questions, parce que j'ai découvert le logiciel libre, d'abord à l'INA, puis à l'IRCAM. Tout ça a fait que le web est devenu en réalité la data economy, c'est-à-dire un système qui repose effectivement de plus en plus, non pas sur l'intensification des singularités, mais la massification des comportements mimétiques. Tout cela nécessitait de colossaux investissements pour développer ces choses. Par exemple, ce data center, il y en a des centaines dans le monde, il coûte extrêmement cher, il consomme énormément d'énergie. Et ces investissements, et le pilotage et la gestion de ces équipements ont été faits par une puissance exclusivement privée, exclusivement dans le sens des intérêts du marché. Et je pense que c'est catastrophique. Et en disant ça, ça n'est pas du tout contre le marché, je ne suis pas du tout un adversaire de l'économie de marché. Mais je pense que le marché, quand il est totalement abandonné à lui-même, devient fou. Il devient irrationnel, il devient destructif, parce qu'il croit que tout est computationnalisable, et c'est faux. C'est ce qu'a dit Alan Greenspan dans sa défense le 23 octobre 2008 devant le Sénat américain. Et on ne peut pas tout traiter par des algorithmes, ce n'est pas possible. Et donc il faut élaborer quelque chose de nouveau. Nous croyons, et c'est ça l'intention de ces entretiens, qu'il est non seulement possible, mais indispensable de réinventer le web. Que l'Europe peut le faire, avec d'autres acteurs sur d'autres continents, y compris les États-Unis, l'Asie évidemment, et certainement bien d'autres. C'est un enjeu planétaire qui est le vrai sujet de la négociation de la COP21. Car le vrai sujet de la COP21, ce n'est pas le climat, c'est l'entropie. Le climat est une des conséquences, parmi bien d'autres, de l'entropie. Et à partir de là, la question fondamentale, c'est s'il est vrai qu'il existe aujourd'hui une architecture infrastructurelle qui s'appelle le web, qui redimensionne complètement le web et l'Internet, la réalité industrielle, il est évident que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Il faut le faire en mobilisant la théorie économique de l'entropie et de la néantropie, qui est portée ici par Nicolas Georgescu-Roegen, que Joseph Schumpeter avait recruté à Harvard dans les années 30. Et je pense qu'il faut lire cet économiste et prendre les questions qu'il pose très au sérieux. Il est un peu trusté, préempté par ce qu'on appelle la décroissance, mais les décroissances, je ne crois pas que ce soit un théoricien de la décroissance, je pense que c'est un théoricien du rôle de l'entropie et de l'entropie en économie et, comme il le dit très clairement, de ce qu'on appelle l'exosomatisation, c'est-à-dire penser le rôle des organes artificiels, leur dimension à la fois anthropique et néganthropique, c'est-à-dire pharmacologique, de manière, et mettre cette pensée au cœur de l'économie. Alors je vais accélérer parce qu'il faut que nous rattrapions un petit peu le temps. Pour cela, nous soutenons avec le Conseil national du numérique et avec aussi l'IRI Ars Industrialis qu'il faut développer une nouvelle politique de recherche. J'ai préconisé au CNN de lancer chaque année 500 thèses dans toutes les disciplines sur ces questions avec une méthode que j'appelle la recherche contributive. Je ne vais pas en parler ici, nous en reparlerons peut-être avec Patrick Morazek demain soir. Il faut nourrir l'enseignement supérieur avec ces questions qui lui-même, à travers une véritable recherche contributive, qui lui-même doit nourrir la formation des maîtres du secondaire et du primaire, etc. C'est le cœur du sujet, car dans le smart power, qui est une question diplomatique et militaire, le savoir est fondamental. Si, par exemple, l'US Navy est venu financer l'IRI, c'est bien entendu parce que Harry Halpin sait très bien s'y prendre, mais c'est aussi parce que l'armée américaine met beaucoup d'argent dans les nouvelles formes de savoir, y compris les plus spéculatives. L'IRI travaille sur ces questions depuis 5 ans. Nous le faisons depuis 2 ans et demi en expérimentant des plateformes d'un genre nouveau, comme celle-ci qui est un outil de partage de notes sur un cours avec des étudiants, 25 étudiants ici, mais en fait ça s'adresse à 1000 étudiants quand ce sera généralisé. Ça repose sur un processus d'annotation contributive
qui est fondée sur ce que nous appelons de la métacatégorisation, et nous y travaillons avec le CEA en astrophysique et avec le CNRS et la Sorbonne en histoire contemporaine. Car nous essayons de tester ces choses-là avec une grande diversité de publics, des historiens, des astrophysiciens, des philosophes, une école de management aussi, Grenoble École de Management, etc. etc. Tout ça s'inspire du système polémique tweet qui a été présenté, je pense, tout à l'heure par Vincent, que certains sont en train d'utiliser en ce moment. Nous l'avons d'abord expérimenté, ce système, il y a 5-6 ans avec polémique tweet, et ensuite nous l'avons transformé pour en faire un vrai outil qui permet de faire de la véritable certification par les pairs, c'est-à-dire que ce sont les étudiants dans les cours, par exemple, qui produisent finalement le débat, pas simplement moi, et ça s'inspire de Ménon. Je dis ça pourquoi Ménon c'est un grand dialogue de Platon, pour moi c'est le dialogue fondateur de la philosophie, véritablement, parce que vous avez vu ici qu'il y a ce qu'on a noté élément de trouble, c'est une annotation qu'on propose aux étudiants de métacatégoriser sous cette métacatégorie. En fait, le trouble, j'appelle ça aussi la surpréhension, c'est le cœur du savoir. Quand on apprend quelque chose, c'est quand on est troublé. C'est ce que dit Socrate ici. Et ce trouble, c'est ce qui donne accès à ce que Socrate appelle l'anamnésis, c'est-à-dire ce qui fonde le savoir véritablement. Et bien aujourd'hui, il est tout à fait possible de développer une technologie de tout cela, et laissons Facebook et tout ça faire leur gouvernementalité algorithmique et leur big data comme ils veulent. De toute façon, il faut produire autre chose si on veut rouvrir un avenir. Donc faisons-le et travaillons non seulement au plan de la co-individuation, ça c'est l'espace dialogique de Socrate, mais au plan de la trans-individuation, c'est ce qu'on peut essayer de penser avec Gilbert Simondon, mais qui est aussi l'enjeu de ce dont parle Frédéric Lordon lorsqu'il fait le commentaire, de deux textes fondamentaux de Spinoza, plus que deux d'ailleurs, mais surtout l'éthique de Spinoza et le traité théologico-politique de Spinoza, où Lordon montre dans un livre que je vous recommande de lire, Imperium, qui d'ailleurs essaye de repenser la puissance publique au XXIe siècle, il montre que chez Spinoza, les questions que nous traitons ici, car cette plateforme a pour but, c'est là-dessus que nous allons travailler avec Orange bientôt, de développer à la fois des algorithmes de réglementation qualitative qui ne constituent pas les individus, mais qui les aident, comme les bots sur Wikipédia, à travailler ensemble, à coopérer, et d'autre part, un nouveau type de réseau social qui repose sur quoi? L'organisation de la convergence et de la divergence. Vous voyez ici, ce que rappelle Lordon, c'est que ce qui est au cœur de la pensée spinozienne, c'est les processus qui constituent les groupes à travers la convergence et la divergence. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de développer en ce moment, sous forme d'algorithme, pour produire de la recommandation qualitative et surtout de la dispute rationnelle, en nous appuyant donc beaucoup sur les concepts qui viennent de Spinoza. Alors, ça nécessite de développer un nouveau type de réseaux sociaux, c'est ce dont nous reparlerons, Hugh Hui et Ari Alpin tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel de, à travers tout cela, reposer la question de la vérité. Je lis beaucoup en ce moment un formidable séminaire de Michel Foucault qui est consacré à la parésia. Nous sommes aujourd'hui, tout à l'heure, Dominique Carnot à plusieurs reprises a parlé d'un changement d'humeur, d'une humeur qui devient mauvaise. Voilà. Nous sommes dans une mauvaise stimmung en ce moment. C'est extrêmement dangereux. Il est absolument indispensable que ces technologies très prometteuses soient remises au service de la bonne humeur. La bonne humeur, c'est ce qui repose sur la parésia. La parésia, c'est ce que Foucault traduit par le franc-parler. Il dit que la parésia, c'est la condition de l'aletheia, c'est-à-dire de la vérité. La parésia, c'est une attitude dans le rapport aux autres. Il faut aujourd'hui produire une parésia fondée sur une nouvelle organologie. La parésia, Foucault dans son séminaire nous montre qu'elle est à l'origine de la philosophie en tant que telle et de la démarche scientifique. La franchise, c'est-à-dire le fait de dire vraiment ce que je pense et non pas de faire des circonvolutions rhétoriques. C'est ça la condition, l'organologie d'une nouvelle parésia, l'éponymie, de constitution d'un véritable régime de vérité. Travailler là-dessus, c'est passé aussi par Foucault dans l'écriture de soi, où Michel Foucault a montré que, chez les stoïciens, en particulier chez Sénèque, les techniques, les technologies qui relèvent de ce que Foucault appelle les hypomnémata sont au cœur de la pratique de la parésia. Les hypomnémata, eh bien, ce sont les mnémotechniques, ce sont les techniques artificielles, le numérique et l'ensemble d'hypomnémata qui caractérise notre société.
Alors, je conclus. Il faut passer à un état de droit. Ça nous impose de relire un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de l'écriture et des Grecs et de voir comment le franc-parler s'est constitué, avec Jean-Pierre Vernant en particulier, je crois, comme autour, dans le cercle de ce qu'on appelle l'agoréisme, c'est-à-dire le débat de l'agora, qui au départ était le débat entre les combattants, les chefs militaires, et ensuite est devenu l'organisation de la cité grecque. Il y a bien entendu un franc-parler chez les Indiens, il y a un franc-parler dans toute société, chamanique, impériale, etc., enfin, plus ou moins, mais le franc-parler dont parle Foucault, il est conditionné par un état hypomnésique, d'hypomnémata bien spécifique. Nous-mêmes changeons d'hypomnésis, d'hypomnémata, et je crois que ça pose le problème de cette politique publique dont nous parlions tout à l'heure. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos fourmis numériques, car nous sommes devenus des fourmis numériques. En tant que nous sommes réticulés et massifiés, j'ai essayé de montrer dans ce texte, en 2003, les réseaux sociaux n'existaient pas encore à cette époque-là, que nous allions de plus en plus produire ce que j'appelle des phéromones numériques. Quand nous envoyons des traces, des tweets, avec Polémique Tweet, nous traçons des choses, comme les fourmis le font dans une fourmilière. J'avais travaillé là-dessus il y a bien longtemps, en 1992, avec le Laforia, qui est un laboratoire de l'Université Paris 6, qui travaillait sur la vie artificielle. Nous sommes, comme le disait tout à l'heure aussi Dominique Cardon, tous calculés. Bon, c'est une expression qui a été reprise par la CNIL dans un entretien que je lui ai proposé. Nous soutenons qu'il est possible de transformer très profondément le web pour le conduire vers ce que j'ai appelé dans un premier temps un web herméneutique. Alors l'herméneutique, il y a des gens qui ont levé les yeux mains au ciel, l'herméneutique, mais c'est un vieux truc de la théologie. Oui, ça vient de la théologie, là vous avez un texte de théologie de thomistes, voilà, des études thomistes. Mais l'herméneutique, ça ne commence pas du tout avec la théologie. L'herméneutique, c'est le Périherménéas, c'est le titre du premier livre d'Aristote sur la logique. Et Hermès, c'est celui qui vient après Épiméthée et Prométhée. Et donc c'est ce qui est la condition, c'est ce qui est raconté dans le Protagoras, de la civilisation des mortels. Alors, l'herméneutique, c'est ce qui est au cœur, en réalité, du processus d'individuation. Ah, il me manque une image, je suis désolé. Du processus d'individuation psychique et collective. Bon, je voulais vous montrer un livre de Gilbert Simondon, l'individuation psychique et collective, qui est en fait une description d'une nouvelle façon d'appréhender l'interprétation. L'individuation, c'est-à-dire l'interprétation. Comme l'a dit récemment Anne Lambert, d'ailleurs, c'est une question que pose aussi, dans des termes différents, Hannah Arendt, lorsqu'elle pose la question de l'être, de la comparution des individus les uns avec les autres dans la collectivité. Pour poser toutes ces questions, il faut relire Spinoza à l'époque des technologies numériques avec Ukiyo-e, Harry Alpine et Gilbert Simondon. Ces questions d'interprétation sont fondamentales dans la mesure où, chez nous, les êtres dits noétiques, la négantropie, dont le premier penseur s'appelle Schrödinger, il appelle ça l'entropie négative, et ça nous permet de décrire ce qui fait que le biologique n'est pas simplement du chimique ou du physique, et que par conséquent il y a quelque chose qui échappe temporairement et toujours provisoirement à la tendance anthropique de l'univers, et qui est le vivant en général. Nous sommes des êtres qui devons interpréter notre situation technologique. Parce que notre organogenèse n'est pas simplement biologique, comme dans le cas de ce poussin, elle est exosomatique, comme le dit Georges Escourrogan. Exosomatique, ça veut dire qu'elle est entièrement constituée par des artefacts qui sont des organes artificiels, cet ordinateur, l'écriture, le calumet de la paix, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, nous sommes confrontés à une autre question de la négantropie. Cette autre question de la négantropie qui passe par la question du pharmacone, je l'écris comme ça. Et je pense qu'elle suppose de développer une négantropologie. Pour rouvrir le débat entre Shannon, Wiener, Edgar Morin ou d'autres, par exemple, Henri Atlan, etc., etc. Ces questions, je m'arrête, je conclue vraiment, nous allons les traiter dans les années qui viennent, les 10 ans qui viennent, au niveau d'une commune, et une commune, enfin pas une commune, une communauté de communes qui s'appelle Pleine Commune, avec laquelle nous allons essayer, par exemple, de dire comment s'approprier les possibilités des smart cities, de l'automatisation du territoire, d'une manière qui soit bonne pour le territoire et non pas qui prive le territoire de la possibilité de prendre des décisions sur son avenir.
Nous allons le faire donc en essayant de faire de Plaine Commune un territoire apprenant, ce que j'appelle moi un territoire école, qui deviendrait un territoire en fait à l'avant-garde, disant par exemple aux acteurs industriels qui produisent du matériel d'urbanité numérique, venez travailler avec nous, venez devenir nos partenaires, nous avons beaucoup de choses à vous apprendre. C'est nous, les êtres humains, qui interprétons. Et c'est donc au service de nos volontés d'interprétation qu'il faut développer vos technologies et non pas pour nous court-circuiter. Alors sur ce territoire, nous allons aussi aborder le problème, décidément j'ai des problèmes de transparence, je voulais vous montrer un article de presse qui souligne les conséquences de l'automatisation. C'est un article du journal Le Soir qui disait, il y a 1 an et demi maintenant, 50% des emplois sont menacés à l'échéance de 20 ans en Europe, ce qui est malheureusement tout à fait vrai. Et ça, il faut y faire face. On ne peut rien faire de crédible si on ne fait pas face à cette question. C'est ça la reconstitution du crédit de la politique. Pour faire cela, nous allons travailler avec un opérateur de télécommunications à développer une infrastructure sur le web que nous voulons, tel qu'on vous le décrit ici. Nous allons essayer de l'implanter sur une communauté de 400 000 habitants et nous allons développer des chaires spécialisées dans tous ces domaines qui vont pratiquer la recherche contributive à la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, donc sur le territoire de Plaine Commune. Nous en reparlerons avec Patrick Ronezec à la conclusion de ces 2 jours. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais passer la parole maintenant, je crois que c'est Evgeny Morozov, qui sera bien après moi. Et puis nous aurons je propose que nous n'ayons une discussion qu'à la fin de nos interventions, parce que nous sommes très en retard. Et comme cela, nous aurons une discussion générale après l'ensemble des interventions. Merci beaucoup